C'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête, clairement. Mais il y a des fois, c'est pas non plus la peine de s'entêter trop, encore et encore. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Donc ça me paraissait normal aussi que ça vienne de moi. Il m'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Je veux qu'on discute de ma relation de couple. Vous allez pas divorcer quand même. Si tu veux un divorce. Dépêchons les papiers. Parfois, on part vivre à l'étranger seul, à deux, ou on rencontre encore l'amour sur place. Mais quand survient le divorce, la séparation, les situations peuvent être aussi diverses que complexes. Et aujourd'hui, on va explorer l'une de celles-ci. Celle de quitter celui ou celle avec qui on est parti à l'étranger, tout en restant hors de France. Il me faut une signature. Très bien. Ceci est le premier épisode d'une série de 5 épisodes consacrés au divorce depuis l'étranger. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir l'histoire d'Adélaïde, qui est arrivée en Australie il y a 10 ans, sur un coup de tête avec son fiancé, 4 mois à peine avant leur mariage prévu en France. Après une installation en un temps record, Adélaïde et son désormais mari vont bien et se plaisent dans leur nouvelle vie. Enfin, pendant un temps. Jusqu'au jour où la jeune femme réalise que son mal-être au quotidien est lié notamment à la situation de son couple. Adélaïde nous raconte aujourd'hui comment elle a déclenché son divorce, une décision déchirante mais nécessaire. Elle revient sur le parcours administratif et émotionnel nécessaire pour faire acter son divorce. Puis elle revient sur l'après. Faut-il rentrer ? Faut-il rester ? Dans quelles conditions ? Quelque temps après, elle se remarie et attend un enfant, ce qui déclenche un nouveau parcours administratif complexe afin de faire reconnaître son nouveau mariage, son enfant et son divorce passé auprès de l'ambassade de France de Sydney. Vous allez voir, Adélaïde n'a pas peur des démarches administratives et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'elle a dû en passer pas mal. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, rendez-vous sur frenchmorning.com afin de vous abonner. Allez, c'est parti, direction Brisbane en Australie. Donc moi, c'est Adélaïde, j'ai 36 ans. J'habite à Brisbane, je suis en Australie depuis maintenant 10 ans. Citoyenne australienne désormais. Et j'habite à Brisbane et je suis maman d'un petit garçon et d'un deuxième qui va arriver en novembre. Eh ben, félicitations et puis welcome back, j'ai envie de te dire sur French Expat, puisque c'est pas moi qui t'avais tendu le micro il y a quelques années, mais tu es déjà passé à notre micro en compagnie de Charlotte qui travaillait avec moi à l'époque sur le podcast. Et merci d'avoir proposé donc de venir échanger, partager ton expérience. Je sais qu'il est très tard, là, chez toi. Ici, il est très tôt. C'était compliqué. Ça n'a pas été facile de trouver un moment pour se parler, mais on a réussi, donc c'est plutôt cool. Écoute, aujourd'hui, on va parler divorce, puisque c'est le thème de cette série qu'on consacre sur French Expat cet été. Est-ce que tu veux nous resituer peut-être un petit peu à quoi ressemblait un peu ton quotidien et ta vie, en fait, au moment où tu es arrivée finalement en Australie, parce que tu n'es pas venue seule ? Non, en effet. Donc, je suis arrivée en Australie sur un coup de tête, clairement, il y a 10 ans. C'était absolument pas prévu. J'ai eu un entretien complètement à l'arrache, comme ça, au mois de novembre, où ça s'est fait. On a déménagé au mois de janvier, donc avec mon fiancé de l'époque. Et c'était 4 mois avant la date de notre mariage qui était prévue en France début mai. On a tout lâché, on s'est dit c'est pas grave, pour le mariage on reviendra, il y a des avions, c'est fait pour ça. Ça nous permettait aussi d'avoir un espèce de plan de secours, ce qu'on disait, on y va en janvier, le mariage était début mai. Dans tous les cas, on doit revenir en France pour le mariage. Donc au pire, si ça marche pas, c'est pas grave, on aura fait ces 4-5 mois. C'était rassurant, quoi. Et on doit rentrer dans tous les cas, donc comme ça, ce sera fait. Donc ça s'est fait comme ça. C'était ta première expérience à l'étranger ? Non, j'avais fait 1 an en Norvège où j'avais fait mon bachelor et j'avais fait 4 mois, je crois, à Barcelone aussi. D'accord. Donc tu partais à l'aventure. Et pourquoi l'Australie ? C'était parce qu'il y avait ce job ou il y avait un attrait pour le pays en particulier ?
Ah non, c'était absolument pas prévu. Je savais que je finirais pas ma vie en France. D'accord. Ma Ah ouais, ma tu le je pense sentais que quand ma même. famille avait capté aussi, ouais. Mais j'avais plutôt à la base, on partait plutôt sur les US ou le Canada. Ça paraissait plus simple, moins loin déjà. Et il se trouve que dans la boîte où je travaillais, c'est une toute petite industrie et un de leurs concurrents était en Australie, dans un tout petit bled au nord de Brisbane. Et en surfant sur le site web de cette boîte, je me suis rendu compte qu'ils avaient une offre d'emploi exactement pour le poste que je recherchais. J'avais jamais pensé à l'Australie, je savais même pas qu'il fallait des visas. Même jamais j'avais étudié la question. J'ai envoyé mon CV. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un retour, j'ai eu un entretien et après une demi-heure d'entretien, c'était acté. Waouh, ok. Donc ça a été vraiment du coup de tête. Et du coup, ton fiancé de l'époque, lui, il cultivait cette envie de partir à l'étranger. Enfin, c'était un projet de couple ou il t'a suivi? C'était un projet de couple de partir sur le long terme, on en avait parlé, mais pour le coup là c'était vraiment moi Le moteur. qui était le moteur. Ce qui on en reparlera plus tard après au moment de la séparation à cause des questions sur les visas, Ouais. etc. Alors, la séparation, elle est arrivée au bout de combien de temps quand vous êtes arrivés Donc en Australie? elle est arrivée au bout de 4 ans. Donc on est arrivé en 2014, janvier 2014, et on s'est séparés en juin 2018. Officiellement novembre, je crois. Novembre précédent? Non, novembre suivant. C'est toute une... Pour des questions de visa, il y avait l'officieux et l'officiel. D'accord. Et alors, En gros. je sais que c'est intime, mais à quel moment est-ce que, je sais pas si toi t'as senti ou lui il a senti en premier que le couple battait de l'aile? C'était moi, c'était de mon côté. Je dirais, on avait une période compliquée 1 an avant, où déjà la question s'était un peu posée. Et on essayait de continuer à essayer, etc. Et non, c'était de mon côté où clairement ça marchait plus. Je pense qu'on avait, comme ça arrive, évolué dans des directions différentes. Ça faisait à ce moment-là 7 ans et demi qu'on était ensemble. Et on en parle souvent du cap des 7 ans, ce cap où il y a pas mal de séparations. Et c'est vrai que moi, j'ai vu une thérapeute, j'ai fait ce trajet de mon côté, ce cheminement. Une thérapeute qui t'a aidé en fait à être à l'aise avec cette décision? Non, parce que c'est vrai qu'au début, je suis allée la voir, je n'avais pas du tout un visage séparé, je savais juste qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi. C'était quoi? C'était un grand mal-être ou... Ouais, je pense, ouais. C'était, je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas. Il y avait un espèce de décalage intérieur qui marchait plus. Et c'est vrai qu'après après toutes ces séances, j'ai eu du bol, c'était des séances qui étaient payées par mon boulot. C'est un truc qui se fait beaucoup en Australie, où il y a beaucoup de boîtes qui proposent des séances comme ça, intégrées. Je crois qu'on a droit à 6 séances, quelque chose comme ça. Et après ces 6 séances, je me souviens être arrivée à la 5e en disant... C'est la séparation. Et je me souviens de ma thérapeute disait, attendez, c'était pas du tout comme ça qu'on a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le déclic et on en a parlé. Et bon, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que oui, on a juste évolué dans des directions complètement différentes. Donc du coup, tu sors de cette 5e séance et après il y a, j'imagine, avoir l'idée, mettre les mots dessus. Déjà, c'est un cheminement. Et puis après, c'est passer à l'action, surtout quand on vit à l'étranger. Oui, parce qu'il y a tout qui se remet en place. Il y a qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'habite. On n'a pas énormément de... Forcément, le cercle d'amis, etc. est beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait avoir. Puis c'est beaucoup des amis qu'on se fait à deux. J'imagine. Et c'est beaucoup de personnes en commun. Et puis, il y a quand même cette idée du qu'en dira-t-on. Ah ouais. Qui reste, cette culpabilisation. Ouais. Peur de quoi, la réputation Surtout quand c'est... pour moi, c'était moi qui étais à l'initiative de la séparation. Et du coup, forcément, il y a cette idée de passer pour la méchante, quoi, en gros. Ah ouais, t'avais quel âge à ce moment-là, du coup? C'était 2018? 30 ans. D'accord. 30 ans tout pile, la crise de la trentaine. Honnêtement, je pense que ça a joué. Il y a une espèce de réalisation en moi de me disant, oula, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis heureuse dans ce que j'ai? Je pense que c'est aussi ce qui m'a fait commencer la thérapie. C'est courageux en tout cas de se poser ces questions-là. De réaliser qu'on n'a qu'une vie et est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on est vraiment sur le trajet qu'on veut au final?
ouais, la réalisation, c'est quelque chose, arriver à le dire, ça a été très compliqué. J'en étais au point où j'avais plus le choix. À lui dire à lui Physiquement. ou à le dire à votre entourage? Ouais, à lui, Ouais. à lui. Comment tu t'y es prise? De toute façon, c'était. Et j'en avais parlé à des amis qui étaient passés par des expériences similaires, D'accord. et beaucoup m'avaient dit ton corps te choisira pour toi. Et c'est vrai, j'en étais au point où je faisais des crises d'angoisse tous les jours, plusieurs crises d'angoisse par jour, et au bout d'un moment, ouais, mon corps a choisi pour moi, quoi. Ça a été exactement ce qu'on m'avait prédit. Ouais. Il a fallu que tu écoutes les signaux de ton corps. On parle souvent de ça, que le corps sait avant le cerveau. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Et donc, oui, il a fallu l'annoncer. Et puis, après, c'est compliqué parce que voilà, on était que tous les deux. Donc, après, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Je l'avais annoncé à mon boss avant de l'annoncer à mon ex. Je l'avais appelé dans la journée en disant, voilà, ce soir, il va se passer ça. T'avais une relation très proche avec lui ou? Ouais. Et j'avais dit aussi à une de mes collègues très très proches de mon équipe, parce que en gros, c'était voilà, il va se passer ça ce soir, je sais pas comment je serai demain. Je peux pas vous promettre dans quel état je serai au boulot demain. Je veux juste vous donner un voilà. Heads ça up. peut être voilà, ça peut être complètement chaotique. Je serai peut-être pas là. Je serai peut-être je vais avoir besoin de temps. Donc ils ont été. Je me rappelle toujours le lendemain. Donc je suis allée au boulot, parce que c'est vrai qu'aller au boulot, mine de rien, ça permet de changer les idées aussi. Clairement, c'était pas le grand moral. Et je me souviens que donc mon boss et cette collègue m'avaient fait un espèce de paquet cadeau avec une bouteille de rouge, une baguette et un bleu de c'est trop mignon français. C'est adorable. Comment consoler une Française à l'étranger? Une baguette, une bouteille et un fromage. Mais alors, quand tu lui as dit, donc du coup, parce que tu avais très peur donc de lui dire ce que tu avais sur le cœur, de livrer tout ça. C'est que ça fait peur de faire mal. En fait. Ouais. Oui, c'est ça, parce que tu tiens à la personne. C'est pas mal. Bah oui, évidemment. Pas en pleine animosité, tu quittes parce que ça va pas, mais... Non, voilà, c'est très compliqué, ouais. Ouais. Et alors, j'imagine que tu te sens quand même soulagée. Enfin, c'est d'être un gros mélange d'émotions. C'est entre les deux, quoi. C'est le soulagement et Je me souviens que les quelques fois où je me disais non, c'est trop dur, peut-être qu'il faut que je revienne en arrière. Il y avait une crise de panique qui arrivait et mon corps qui me disait non, maintenant, c'est fait. C'est là, t'as pris la bonne décision, continue, quoi. Même si c'est extrêmement dur. Il a été surpris, lui, ou il l'avait peut-être senti, du coup, que t'allais pas très bien? Un peu des deux. Il m'a dit qu'il avait senti que voilà, il y avait un truc qui allait pas, mais je pense qu'il se mettait la tête dans le sable et faisait un peu l'autruche en disant si on en parle peut-être que ça passera tout seul. Donc, il y avait un peu des deux, évidemment. Et alors, vous quittez, en tout cas, je sais pas si vous quittez pas forcément ce soir-là, mais la conversation se termine en se disant on va faire quoi alors? On va divorcer? Il faut qu'on se sépare? Non, concrètement, on dort au même endroit? Comment ça se passe? On n'en était pas à ce moment-là. Je pense qu'on a fait chambre à part quasiment tout de suite. Je pense que pour moi, c'était nécessaire mentalement. Ouais. Oui, en même temps, tu vas pas faire semblant. Si tu sais déjà que tu veux te séparer, c'est un peu bizarre de retourner. Après, j'ai eu énormément de chance de par mon boulot. Je suis allée voir pas mon boss, ma boss encore au niveau du dessus, qui m'a dit qu'elle était passée par quelque chose par là aussi, donc hyper compréhensive. J'avais une boîte qui était extrêmement, extrêmement compréhensive et des collègues que j'adorais, que j'adore toujours, même si je suis plus dans cette boîte. Et je lui ai dit est-ce que je peux partir 2 semaines en France, bosser depuis la France. Je ferai des horaires légèrement décalés, mais est-ce que je peux bosser depuis la France? J'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de mettre cette distance pour voir les choses claires dans ma tête aussi. Et je me souviens de ma boss, il m'a dit évidemment, il n'y a absolument pas de souci, tu prends ton avion. En plus, 2 semaines c'est pas assez. On a un bureau à Londres, fais 1 semaine du bureau de Londres en plus. Fais 2 semaines dans ta famille, 1 semaine à Londres, 3 semaines, c'est bien. Oh, waouh! C'est dingue, là. Comment ça, ils ont été hyper compréhensifs, hyper à ton écoute, hyper prévenants. Ah non, mais ouais. Après, c'est une boîte qui bossait avec... c'est une boîte de software qui bossait pour les charités. Mm-hmm. Donc, je pense que ça vient aussi avec un état d'esprit. Avec le domaine, avec des états d'esprit de gens qui sont quand même assez portés là-dessus, sur faire attention aux autres. Ouais, d'accord. Donc, je suis partie en France. Et donc, j'ai fait 1 semaine en France, 1 semaine à Londres, 1 semaine en France. Je m'en souviendrai toujours, c'était pendant la Coupe du Monde de 2018 qu'on a gagné.
et où l'Angleterre s'est fait virer. Donc, c'était très bien de partir à Londres à ce moment-là. C'était très satisfaisant. Ah oui, c'est clair. Donc, mais d'un côté, c'est vrai que ça me permet de changer d'esprit. Et en plus, j'arrivais en France dans un contexte qui était voilà, beaucoup de bonne humeur, de joie. C'est la Coupe du Monde. Il y avait tout ce climat-là. Donc, c'est vrai que bon, ça permet Ça contraste avec ton mood intérieur. Clairement. Donc, puis c'était l'été. Donc, bon, ça... Et toi qui avais peur du qu'en dira-t-on, du coup, tu l'as annoncé à ta famille en personne ou tu leur as annoncé quand tu étais encore en Je l'avais Australie? annoncé à ma mère et mon beau-père et mon père avant d'arriver, parce qu'il fallait bien que je leur dise j'arrive. Ouais, pourquoi je débarque du jour au lendemain? C'est ça. On l'avait pas tout de suite annoncé à mes grands-parents. Besoin d'un peu de... Je pensais un peu plus de temps. C'est un peu plus... voilà. C'est toujours un peu plus compliqué, cette différentes générations. Donc, on avait attendu un peu pour ça. C'était encore un peu frais. Mais oui, j'avais annoncé à mes parents. D'accord. Et quelles ont été les réactions autour de toi? Toi qui avais peur, en fait, justement, de ces réactions. Ça a été très divisé, que ce soit dans la famille ou dans les amis. J'ai eu soit complètement surpris, soit pas de surprise du tout. Il n'y avait pas de milieu. J'avais des gens qui me disaient pas étonnés du tout. J'aurais pu te le dire dès le début. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Pourquoi ils l'ont pas dit, j'ai envie de dire. C'est ça. Par respect, après. Oui, voilà, bien sûr. Je respecte ça aussi. Voilà, ils ont fait ça pour moi, c'était mon choix, etc. Et d'autre côté, d'autres gens qui étaient complètement surpris. Quoi. J'ai vraiment eu les deux opposés. Et alors, donc du coup, tu as cette période où tu pars en Europe. En attendant, tu as donc annoncé la nouvelle à ton conjoint de l'époque, ton mari de l'époque. Concrètement, c'est quoi ensuite les étapes du coup? Parce que vous êtes mariés en France. Est-ce que lui, du coup, il est dépendant de ton visa parce que ça a été toi le moteur de l'expatriation? Voilà, d'accord. Il l'était. En plus, c'était donc... la partie qui était un peu compliquée, c'était que juste avant qu'on se sépare, on venait de faire notre demande de visa pour la résidence permanente. Donc, en Australie, la résidence permanente, c'est le stade juste avant la citoyenneté. C'est le visa qui permet de rester quasiment indéfiniment, qui donne quasiment tous les droits, à part le droit de vote, en gros. J'imagine que c'est un peu l'équivalent de la carte verte aux US. Ouais, c'est ça. C'est ce niveau-là. C'est le plus dur à avoir, quoi. Le saint graal de l'expat, c'est cette résidence permanente qui était faite pour moi à travers mon travail. C'était mon travail qui me sponsorisait, donc c'était mon visa. Et à l'époque, mari était raccroché à ça. Donc, techniquement, maintenant je suis citoyenne, donc j'ai plus trop de risques, mais bon, s'il y a quelqu'un de l'immigration qui m'écoute, non, vous ne m'écoutez pas. Techniquement, j'aurais dû déclarer la séparation, mais ce qui aurait voulu dire que lui se serait fait mettre dehors. Et lui voulait rester en Australie, enfin il l'a su tout de suite. Ouais, je sais pas s'il avait réalisé cet aspect, mais moi c'était pas, enfin je pouvais pas faire ça, quoi. Ça me paraissait hyper cruel de faire ça à quelqu'un. C'est complètement séparé, donc on n'a pas mis la séparation officielle à ce moment-là. Mais alors, comment est-ce que tu commences les démarches de divorce sans annoncer la séparation? Comment ça se passe? Alors en plus, il y a tout un process en Australie où il faut 1 an de séparation avant de pouvoir demander le divorce. Ah ouais? D'accord. Ouais. Et si c'est la première année de mariage, il semble qu'il faut 1 an de séparation et prouver des séances de thérapie ou quelque chose C'est comme fou, ça aussi. parce que ça reste quand même un choix personnel. Ah ouais, mais ça m'avait c'est un paru peu genre complètement dingue. prouver que vous avez essayé. En même temps, ça regarde les gens quand même. Ça m'avait paru complètement dingue. Ouais, tu veux dire. Après, un des trucs qu'on avait fait, c'est pour pas qu'on soit trop flagué aux yeux de l'immigration, on n'avait pas forcément déclaré tout de suite. Donc moi, je me suis trouvé une coloc quasiment, je crois, le jour où je suis rentrée de France. J'avais fait des recherches pendant que j'étais en France et je crois que j'ai déménagé, le jour où je suis rentrée de France, j'ai déménagé direct dans une coloc. Mais on n'a pas déclaré ça. Techniquement, j'habitais toujours à la maison, plus ou moins officiellement. J'avais gardé mon nom d'épouse. Voilà, la joie discret, quoi, en gros, là-dessus. Après, je crois qu'au mois de novembre, vers le mois de novembre, c'est là où il a déménagé. Et à partir du moment où lui, il a déménagé, bon, là, on s'est dit, bon, c'est... Voilà. Ouais, vous changez l'adresse familiale, du coup, officiellement. C'est ça, j'ai pas besoin, voilà, on va juste le laisser, on va faire ça discrètement, rien dire à personne, ça devrait passer.
On a eu du bol, c'est passé. Et c'est à ce moment-là, il me semble que moi, j'ai fait... alors, c'est pas obligatoire, mais j'ai voulu faire une séparation de biens. Donc, je suis allée voir un avocat et qui m'a... voilà, qui a... Un qui a avocat travaillé avec moi. Donc, c'est australien, moi... du coup? Ouais, un avocat australien qui m'a aidé en gros à faire la paperasse pour que nos biens soient déjà séparés. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que, imaginons que, situation fictive, mais imaginons que pendant cette année de séparation, je sais pas, je gagne au loto, ou je décroche un super boulot, je mets plein d'argent de côté, et lui dépense tout son argent, par exemple. Au moment du divorce, s'il n'y a pas eu de séparation de biens, ils garderont la situation à la date du divorce. Donc 50-50, Alors, partage de tout. voilà, 50-50, même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on n'est plus ensemble, ils regarderont à ce moment-là. Donc, faire la séparation de biens, ça te permettait de poser une date et de dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, ça c'est à toi, ça c'est à moi, mais il n'y a plus besoin de regarder ça au moment du divorce, c'est fait. Donc ça, c'est moi c'était à mon initiative. Donc, j'ai juste utilisé mon avocat qui lui a envoyé les papiers. Ça s'est fait cordialement. Après, j'étais la personne c'était moi qui gagnait le plus, qui avait la meilleure situation. Donc, c'était aussi moi qui étais techniquement le plus à risque, même si bon, je ne me considérais pas à risque. Donc, ça me paraissait normal aussi que ça vienne de moi. En mars, on a eu la résidence permanente qui a été actée. Donc, à partir de là, donc quasiment 1 an gros après cette soulagement. conversation, finalement? De juin à mars, ouais, c'est ça. C'est 9 mois, c'est la durée moyenne, en gros, pour avoir la résidence, pour que le dossier soit validé. Ça a été un gros soulagement parce qu'à partir de là, je me dis, bon, ok, il a son visa, j'ai le mien. On n'a plus à gérer l'immigration. Maintenant, chacun de son côté. Vous êtes plus dépendants l'un de l'autre. C'est ça. Parce qu'une fois que c'est acté, ils vont pas les regarder. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ils vont pas s'amuser à regarder ce qui se passe après, quoi. Donc, c'était vraiment la partie la plus stressante. Et puis à partir de là, pour moi, c'était juste attendre le novembre suivant, 1 an après la séparation officielle, pour pouvoir faire la demande de divorce. Et la demande de divorce, c'est une question bête, mais comme vous êtes mariés en France, la demande de divorce, ça doit se faire en France ou en Australie? Alors, on avait le choix, parce que à partir du moment où au moins un des 2 époux a une résidence permanente en Australie, je ne parle pas du visa, je parle habite définitivement en Australie, on peut faire la demande en Australie. Donc, on avait le choix. Il faut savoir que le divorce en Australie, à part cette période d'1 an, c'est super simple. On peut tout faire en ligne. Il n'y a pas besoin de se pointer nulle part. Ah d'accord, donc tu n'as pas besoin d'engager un avocat systématiquement. Parce que moi, j'imaginais les frais, en fait. Je me dis, c'est peut-être plus cher en Australie. Et c'est pour ça qu'on l'a fait en Australie, parce qu'en France, de ce que j'ai compris, c'est plus compliqué. Ah d'accord, ok. Après, le fait qu'on n'avait pas d'enfants, ça a aidé, soyons clairs. Voilà, j'avais aussi des gens dans mon entourage qui étaient passés par là, donc qui connaissaient le système australien, qui pouvaient m'aider là-dessus aussi quand j'avais des questions. Donc c'est vrai que ça aide aussi d'avoir des gens autour. Mais non, c'était super simple. En gros, on fait la demande en ligne, on imprime les papiers. Après, faut envoyer les papiers à l'autre. Il y a cette histoire un peu... j'ai toujours trouvé ça un peu marrant, entre guillemets, parce que ça fait que comme dans les films, parce que si la personne ne répond pas, on peut lui faire le You've been served. Ah oui, d'accord. On voit dans les films où ils arrivent avec le papier. Genre, on vient de chercher John Smith, c'est n'importe bien vous, où. You've been served. Voilà, c'est ça, ils vont te chercher partout, ils embauchent quelqu'un. Donc, on n'a pas eu en aller là, parce que ça coûte un peu plus cher, parce qu'évidemment, il faut qu'ils payent quelqu'un pour faire la démarche. Non, donc ça s'est passé, comme je disais, tout s'est passé relativement cordialement. J'ai envoyé les papiers, il a rempli les papiers, envoyé les papiers. Bon, voilà, c'était fait, je les scanne. Il y a pas mal de fois, il faut aller faire... c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Australie. Il faut signer les papiers devant un témoin officiel qui s'appelle un Justice of the Peace. D'accord, c'est comme les notariser un Non, truc. c'est des individus lambda qui sont juste assermentés. Ça peut être le voisin de palier. Parfois, le voisin de palier peut se retrouver assermenté. Donc, c'est assez courant de demander dans les groupes d'immeubles, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'immeuble qui est JP? Ah ouais, d'accord. J'ai besoin de faire vérifier des trucs. Donc, ça se fait beaucoup ici pour les copies de documents officiels. Et ça, faut le faire tous les deux? J'ai envie de dire de vous retrouver, ou vous pouvez le faire chacun de votre côté? On n'a jamais eu à se retrouver. Je lui ai envoyé les papiers, il a signé ses papiers. Après, moi, je devais faire mes papiers assermentés. Ouais, donc là, à partir de là, c'est tout gratuit. Je crois que le divorce en lui-même, il coûte quelque chose comme $700. Donc un petit budget quand tu compares, j'imagine, aux choses en France, mais c'est pas non plus dramatique. Non, c'est rien, quoi, $700. C'est vraiment pas... En dollars australiens, ça fait quoi? Ça fait 500, 450 €. Pour le couple ou par personne, du coup?
En tout. D'accord. Parce que la seule personne qui paye, c'est la personne qui demande le divorce dans ce cas-là. D'accord, donc toi, là, ta pour charge. moi, il n'y avait que moi. Ok. C'est ça. Après, j'aurais pu, demander, est-ce qu'on peut partager? Mais bon, là, ça venait de moi, la séparation venait de moi. Tu dis, je vais pas en rajouter. Voilà, on va faire au plus simple. Ouais, d'accord. Allez hop, c'est réglé. Et donc, on envoie les papiers. On choisit la date de divorce en ligne sur le petit calendrier. Hop, c'est la date où ça va devant le juge. Donc, ils nous disent, voilà, ça ira sur le bureau du juge à cette date-là, mais il n'y a pas besoin d'y aller, quoi. On dit juste, voilà, le juge prendra la décision à cette date. Donc, moi, je crois que la décision était fin mars. C'était la date la plus proche que je pouvais prendre sur le calendrier. Donc, voilà, j'attends. Je crois qu'on était décembre à ce moment-là. Donc, j'attends fin mars. Fin mars, je me connecte sur mon espace en ligne. Je vois qu'en effet, la demande de divorce a été approuvée. Et à partir de là, il y a un mois pour que ce soit. Et il faut attendre un mois pour que la décision devienne officielle. Il se passe quoi pendant ce mois-là? C'est juste un truc de procédure hein? C'est ça. Donc, en gros, pendant début mai, je crois que c'était ironique, c'était quasiment le jour de ce qu'aurait été notre anniversaire de mariage. Non, c'est quasiment le jour d'anniversaire de mariage, je crois, 1 ou 2 jours près. Ça a été acté, et à partir de là, voilà, c'est fait, le divorce est acté. En Australie. En Australie. Parce que la partie française, c'est une autre histoire. Et alors, est-ce que tu es obligée... Ouais, en fait, c'est comme... par exemple, je sais pas, je prends mon exemple. Moi, je me suis mariée aux États-Unis la première fois. Enfin, toujours avec la même personne, mais on s'est mariés civilement aux États-Unis. Et en fait, c'est le mariage qui compte puisque c'est civil. Et du coup, on a envoyé tous les papiers à l'ambassade. À l'époque, c'était à New York, au consulat à New York. Et c'est eux, en fait, qui valident le truc. Donc, toi, en fait, vu que ça avait existé en France, c'était important, mais c'est pas obligatoire du coup. Non, c'est pas obligatoire, j'aurais pu... Mais c'est réussi à faire transcrire cette chose en France. Alors, c'est là que vous savez marrant, c'est que je me suis techniquement retrouvée administrativement bigame pendant une période. Ah, ça a été si long? Non, en fait, c'est que j'avais la flemme. Moi, c'était fait en Australie, tant que j'avais pas de... Ah oui, d'accord, donc tu l'as pas fait tout de suite, France. t'es pas passé tout de suite à l'action. Ah non, pas du tout. Donc là, on est quoi? On est en 2019, je dirais, 2000... Non, 2000... non, 2019, c'est quand ça a été acté, justement. On est en 2020. D'accord, donc 1 an après. Et du coup, mars 2020, ouais, je crois, le divorce a été acté. Donc à ce moment-là, j'étais avec celui qui est maintenant mon mari. Donc on était déjà ensemble. Et en 2021, août 2021, je tombe enceinte de mon fils, après un parcours PMA, etc. On décide, à partir du moment où je suis enceinte, on décide de se marier. Mon mari avait lui aussi été marié par le passé et divorcé. Donc on était tous les deux, pas plus, voilà, pourquoi pas, mais c'est vraiment le fait que je sois tombée enceinte. On s'est dit, voilà, on voulait cette unité familiale. Donc voilà, on s'est mariés tous les deux l'équivalent de la mairie, quoi, le registry, tous les deux avec 2 témoins. On n'avait même pas prévenu ses parents, on les a prévenus le lendemain. Ça s'est moyen bien passé. Mais c'était vraiment, on voulait vraiment pas de pression, quoi, parce que ayant été mariés tous les deux, ayant eu cette expérience, voilà, on voulait pas de pression, pas de grands trucs, c'était juste pour nous et voilà. Pas de problème pour se marier en Australie, parce que l'Australie, de toute façon, avait fait mon divorce, donc ils ont tous les papiers, il n'y a pas de souci, je me marie. Mais j'avais toujours pas fait acter le truc en France. Donc techniquement, à ce moment-là, j'étais mariée à l'un en Australie et à l'autre en France. Donc c'était... techniquement, tout était légal, j'avais juste pas fait la paperasse. Mais ouais, c'était assez ironique dans ma tête à ce moment-là. Et là, tu t'as réalisé, tu t'es dit, oulala, peut-être que je m'en occupe? Je m'en suis occupée, ouais, j'étais enceinte, parce que je me suis dit, après, en plus, il va falloir que je fasse reconnaître l'enfant. Si je suis encore mariée, de l'autre côté, ça va être le bazar pour faire mettre l'enfant sur le livret de famille. Parce que je voulais faire reconnaître le mariage en même temps que l'enfant à l'ambassade à Sydney. Donc, c'est tout un process. Et alors, faire reconnaître le divorce en France, mais je me suis arrachée. C'est vrai? Pourquoi? Les cheveux. Mais c'est enfer administratif, tout qui prend des plombes. Il manque une ligne, ils vont te renvoyer tout le dossier par papier. Donc, donc à tu chaque prends fois, 15 ça ans, prend 3 semaines. Ouais. Il fallait faire une apostille. Ah. Un truc que je savais même pas ce que c'était. Les apostilles, moi je les ai vus sur les cachet. actes de naissance. C'est une espèce de cachet 3D là. Ouais, c'est ça, c'est un joli cachet. C'est un cachet qui brille. Et qui coûte, je crois, 80 balles, un truc comme ça, 50 balles. Je sais plus combien ça coûte. Je sais que c'est pas gratuit. Et c'est quoi? C'est pour authentifier les documents locaux en fait, c'est ça?
Ouais, il me semble que c'est ça, c'est pour authentifier. Donc il y avait des fois que je faisais des traductions, évidemment, des traductions par Assermenté, ouais. un traducteur nati, etc. Donc fait que tout ce processus. Et puis ouais, je sais plus exactement la première fois que j'aurais envoyé ce qui se passait, mais il manquait un papier, je crois. Et vu qu'il manquait un papier, ben hop, allez, on renvoie tout et ça repart dans l'autre sens. Et ah mais je devenais folle. Aïe, 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 aïe. Les soucis administratifs, c'est un vrai sujet quand même. J'ai regardé sur Internet, sur le site diplomatie.gouv.fr et j'ai essayé de vous sortir quelques informations, histoire de savoir comment faire reconnaître un divorce qui a été prononcé à l'étranger, puisque c'est le cas d'Adélaïde. Adélaïde et son conjoint, leur divorce a été prononcé en Australie, sauf qu'il n'y a aucune obligation pour le faire reconnaître en France, donc finalement, elle a attendu quelques années. Il y a 2 cas de figure, le cas où la vérification d'opposabilité est nécessaire. Une procédure d'opposabilité, en fait, ça consiste à vérifier que le jugement rendu à l'étranger n'est pas contraire au droit français. Par exemple, un jugement de répudiation. C'est quelque chose qui va se passer pour les pays hors Union européenne ainsi que pour le Danemark. Il y a tout un tas de justificatifs que vous devez avoir en votre possession, que vous allez en fait soumettre au procureur de la République, une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme, la preuve du caractère définitif de la décision étrangère, la traduction par un traducteur assermenté des pièces établies en langue étrangère, la preuve du domicile de chacune des parties, la preuve de nationalité de chacune des parties aussi, et enfin la copie intégrale des actes de l'état civil qui sont conservés par une autorité française. Attention, si votre mariage a été célébré à l'étranger après le 1er mars 2007, alors l'acte correspondant doit être préalablement transcrit sur les registres de l'état civil français. En gros, si vous vous êtes marié à l'étranger après le 1er mars 2007, il faut absolument avoir fait reconnaître votre mariage pour que celui-ci puisse être annulé ou que le divorce puisse être prononcé. Le deuxième cas de figure, c'est donc si la vérification d'opposabilité n'est pas systématiquement nécessaire. Ici, on parle des pays de l'Union européenne, sauf du Danemark. Là, les conditions sont un petit peu plus compliquées, donc je vous laisserai aller y jeter un œil. Je mettrai un lien dans la description de cet épisode vers la page que j'ai consultée. Et en gros, ce que vous allez devoir fournir, c'est une demande écrite, datée et signée avec l'identité de la personne qui demande et de son ancien conjoint, une copie intégrale de la décision ou de l'acte à l'étranger, un certificat de l'autorité étrangère, la copie intégrale des actes de l'état civil et enfin la preuve du mariage. Si cela peut paraître un peu étourdissant initialement, Adélaïde va en parler dans quelques instants. Même si c'est long, c'est quand même beaucoup plus facile que la charge émotionnelle de demander le divorce. Alors si vous êtes concerné, à vos papiers et bon courage. Ça m'a pris tellement de temps pour faire cette T'as mis paperasse. combien de temps ? Des mois. Ça a pris plusieurs mois, honnêtement. Parce qu'en plus, on était en 2021, il y avait encore des effets du Covid sur les administrations, sur les gens qui travaillaient de la maison, On ralentit un peu. etc. Donc, ouais, il y a toujours ce ralenti-là qui se faisait sentir au niveau de l'administratif en France, surtout. Et puis, ouais, l'administration française, quoi. Je me souviens m'être dit, mais jamais je retourne en France. Quand j'étais dans cette C'est vrai. paperasse et dans cette démarche, je me disais, mais jamais je rentre. Ça Quand t'a je voyais dégoûté ? à quel point ça avait été... Mais surtout quand je voyais à quel point ça avait été facile en Australie. Ouais. Tout Ouais, en le ligne, contraste, hop, là, c'est réglé, fait. Ah, le contraste était flagrant. Et il fallait en plus, faut l'envoyer au tribunal de là où on s'est mariés, il me semble. Donc pour moi, c'était à Lyon. Et puis après, il faut qu'ils envoient ça aux communes de naissance parce que en France, ils mettent tout sur les actes de naissance. Ah oui, c'est vrai. Quoi. Ils mettent les petits cachets autour, c'est paxé, c'est marié, c'est divorcé, avec des enfants, ça devient l'histoire de ta vie, ton acte de naissance. Donc heureusement, c'était gratuit par contre, donc je me souviens que je commandais des actes de naissance une fois toutes les 2-3 semaines pour voir quand est-ce que ça allait être updaté. C'est dingue. C'est pas grave, de toute façon, c'est gratuit, je peux en demander autant que je veux. Donc de temps en temps, je fais tiens, je vais en demander, on va voir s'ils ont mis à jour. Je demandais jusqu'à ce que ça marche. Mais ouais, ça a été, je pense que ça a été la partie la plus compliquée, mais bon, c'était nécessaire parce que après, quand mon fils a été arrivé en fin avril, j'ai pu le faire reconnaître le mariage en même temps, ce qui fait que, encore une fois, l'ambassade française, super simple. Ils ont pris du côté australien, même si c'est administratif française.
super simple, on envoie les papiers. Il fait, s'il y a des papiers en commun aux 2 dossiers, mariage et naissance, c'est pas grave, vous envoyez tout, un seul exemplaire, on se débrouillera, hop, 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 c'est réglé. Arrangeant, Ils nous quoi. renvoient les papiers, hein. Ouais, super arrangeant. Je crois qu'en quelques semaines, c'était plié. J'avais mon livret de famille et c'était fait, quoi. Donc, je pense la partie, à part évidemment par le côté psychologique, etc., la partie la plus traumatisante du divorce, c'était la reconnaissance par la France, Ah, c'est clairement. dingue. Et question peut-être anecdotique, mais du coup, ton livret de famille, il garde le premier parce que ou t'as moyen de faire apparaître que t'es divorcée sur le premier? Il me semble que c'est un complètement nouveau parce que, je regarde. D'ailleurs, anecdote marrante, la réaction de mon mari australien au livret de famille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais surtout que c'est papier, ça fait un peu vieillot, moi je trouve. Mais c'est ça, et puis il y a des pages pour 15 enfants avec Ouais. possibilité d'en rajouter. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il me semble que vu que c'est un livret de famille, c'est pour une unité familiale, c'est un nouveau. D'accord, donc c'est pas Parce lié que en fait c'est forcément pas à la rattaché mère à ou au père, l'individu. c'est donc Non, une nouvelle c'est famille. rattaché à la famille. D'accord, Ouais. ok. Parce qu'en France, c'est des livres au moment du mariage. Ouais. Donc ça, c'est un nouveau à ce moment-là, il me semble. T'es dans quelle situation aujourd'hui? Donc du coup, t'as enfin réussi à le faire reconnaître. C'est ça, donc je suis officiellement divorcée en Australie et en France. Il n'y a plus de problème de bigamie administrative à ce niveau-là. C'est bien. C'est une bonne chose. Voilà, maintenant c'est simple. Voilà, je suis mariée ici. Ça va faire quoi? Ça va faire 3 ans en octobre D'accord. qu'on est mariés. Et voilà, maintenant j'ai mon fils, lui qui est un deuxième fils qui va arriver. Et voilà, c'est simple. Je veux dire traditionnel, quoi. C'est dans les clous. Ouais. Il y a rien de compliqué. Et toi, comment tu te sens du coup? Enfin, comment t'as réussi à remonter la pente? Parce qu'il y a aussi, on a parlé un peu de toute la paperasserie qui est quand même une grosse partie, mais vous êtes arrivé finalement dans ce pays aussi à 2. J'imagine qu'il y a toute une partie de réapprendre à vivre seul dans un pays que vous avez découvert à 2. C'est ça, c'est vrai que c'est complètement différent. Et un truc qui était marrant aussi, c'est que donc, moi, je me suis trouvée une coloc avec 2 filles assez rapidement. Et c'est vrai que ce qui change aussi, c'est que quand on habite ensemble, qu'on arrive, on est 2 Français, à la maison, tu gardes cette identité française, cette culture. Tu parles français et tu as toujours cette culture, alors que du coup, quand tu fais Ah pas oui, ouais, ça avec change quelqu'un complètement, d'autre, bien sûr. ça change aussi la façon de vivre. Et au final, c'est marrant, mais je pense que ça a facilité, même si ça faisait à l'époque 4 ans que j'étais arrivée, ça a facilité encore plus mon intégration, je pense. Ah ouais. De me retrouver avec des Australiens, à vivre avec des Australiens, Ouais. et du coup à parler de... J'ai plus appris au niveau de la politique du pays, de toutes ces choses-là, de la culture, T'es plus en immersion, quoi. c'est ça, beaucoup plus en immersion, des choses que j'aurais pas forcément su autrement, parce que il y a toute la partie Bien sûr. culture française aussi, quoi. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé à ce niveau-là, je pense. Après, voilà, j'ai rencontré mon mari maintenant assez rapidement. C'était voilà, on se sépare, on se met sur, évidemment, qu'est-ce qu'on fait après quelques mois, on se met sur les applis, parce que on va pas se retrouver, voilà, c'est voir ce qu'il y a, hein. Les applis de rencontre. Ouais. C'est ça, c'est changer les idées. Et je crois que c'était mon deuxième date, c'était avec celui qui est maintenant mon mari. Donc, on s'est rencontrés assez rapidement. D'accord, ok. Et oui, lui, il était dans une situation similaire. Il s'était séparé exactement en même temps. Ah, c'est dingue. On se connaissait pas à l'époque, hein, mais notre timing était exactement le même. Ah, c'est fou. Et je pense que voilà, ça nous a permis pour nous, après, de nous reconstruire ensemble aussi. Ouais. Et tous les deux, on était dans un état d'esprit où on voulait pas reproduire les erreurs du passé. Ouais. Mais c'était quoi les erreurs du passé? Le fait de, c'était, pour nous deux, si on se remettait dans une histoire avec quelqu'un, fallait qu'on soit sûr de nous, quoi. Quelles sont les valeurs sur lesquelles on va pas négocier, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que j'accepte pas. On a été très ouverts dès le départ, parce que c'est une fois ça va, deux ce serait compliqué. Donc c'est vrai que c'était un peu différent, et ouais, c'est vrai que ça change complètement. Après, pour moi, c'est un autre état de point de vue d'être maintenant avec un Australien, avec sa famille australienne, et c'est un contexte complètement différent. Après, c'est vrai que maintenant, en ayant
un enfant, déjà un et demi, j'ai envie de dire, je me dis que ça aurait été très, très compliqué, sans famille du tout autour, Ouais, avec 2 Français. Donc c'est vrai que là, c'est quand même l'avantage d'avoir la famille bien australienne sûr. en support. Ouais. Ouais, surtout Donc que vous ça êtes vraiment change. très très loin de la France. Ah bah oui, c'est ça, ouais, on est vraiment très, très loin, donc ça aurait été vraiment très compliqué. Je connais beaucoup de couples de Français qui rentrent, à ce moment-là parce que, bah, c'est vrai que le support autour, ça aide le network. Même sans être dans la même ville, le fait de pouvoir venir en quelques heures, ça C'est change ça, quand même tout, quoi. c'est ça change beaucoup. Donc c'est vrai que, ouais, après la reconstruction psychologique, ça s'est faite, bah, pour moi, ça s'est fait beaucoup à 2. Même si, voilà, on s'est pas installés ensemble tout de suite, je crois qu'on s'est installés ensemble, parce qu'au moment où on a décidé de se mettre ensemble, lui, il a décidé de bouger à Sydney. Moi, j'étais à Ah. Brisbane. Voilà, histoire de voilà, faire pratique. Donc moi, on a fait du long distance pendant 6 mois où bah, moi, mon boulot, toujours le même, toujours aussi compréhensif, avait aussi un bureau à Sydney, donc me laissait faire 2 semaines Brisbane, 1 semaine Sydney. Donc je faisais des allers-retours. Je dis, c'est très compréhensif, ce Ouais, boulot. elles sont sympas, Je c'est suis cool. mes aventures et s'adapte en fonction de mes aventures. Euh, et ouais, je crois que bah, ça a été un des trucs, ça a été quand j'ai eu ma résidence permanente et que du coup le divorce enfin la séparation a pu être officielle et ouverte, un peu plus ouverte. C'est là où on s'est dit bon, voilà, maintenant que ça s'est fait, quand est-ce que je peux bouger à Sydney? Parce qu'on se disait, même si on n'habitait pas ensemble avec mon ex, tant qu'on était dans la même ville, ça pouvait passer et pas être trop flag aux yeux de l'immigration. Si moi je me mettais à bouger à Sydney, que je changeais d'état, fallait que je refasse mon permis de conduire, etc., parce que c'est par état, ça aurait pu causer des problèmes au niveau de l'immigration. Pourquoi il y en a un qui est à Sydney, pourquoi l'autre est à Brisbane, poser des questions. Donc pour moi, je voulais vraiment attendre que voilà, ce visa soit validé avant de faire quoi que ce soit. Donc j'ai bougé j'ai bougé en juin de l'année suivante, donc 1 an après la séparation. Et pareil, bouger d'état, se retrouver à 1000 km, je pense que ça a aussi beaucoup aidé psychologiquement D'aller ailleurs, en fait, à de voir autre repartir à chose. zéro. Ouais, Ouais. à repartir à zéro aussi de ce côté-là. Et t'es revenu quand à Brisbane alors? Parce que maintenant, tu nous parles de Brisbane. Oui, c'est ça, je suis revenue à Brisbane. D'ailleurs, quand le dernier épisode que j'avais fait, j'étais à Sydney encore. Donc, après le Covid. Donc, je suis arrivée à Sydney en juin 2019. Donc, j'ai eu en gros 6 mois à Sydney et après, on s'est retrouvés en lockdown. Donc, c'était sympa. Ouais. Et autant on n'était pas en confinement vraiment trop à la maison, mais les frontières entre États étaient énormément fermées. Et on a passé 1 an, en gros, sans pouvoir revoir nos amis ou nos familles qui étaient dans le Queensland. Et c'était encore plus dur, je pense, pour mon mari maintenant. Voilà, il y a une nièce qui est née à ce moment-là, il y avait une autre qui grandissait. Et se retrouver loin, et se retrouver coincé, et en fonction des frontières qu'il faut ouvrir ou fermer en un clin d'œil, c'était compliqué. C'est ce qui nous a... On savait que Sydney, c'était du temporaire, mais ça a pressé un peu le projet retour. de notre côté. D'accord. Ouais. Donc, on a rebougé en janvier 2021, il me semble. Ouais, janvier 2021. On est revenu. Est-ce que tu referais tout pareil? Est-ce que, je sais pas, en fait, je pense il y a peut-être des conseils, des personnes qui peut-être qui sentent que ça va pas, mais qui ont du mal à passer à l'action parce que c'est une première étape terrifiante. Est-ce que tu as des conseils à partager? Bon, c'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête, clairement. Mais il y a des fois, c'est pas non plus la peine de s'entêter trop, encore et encore. C'est vrai que je vois beaucoup de gens qui disent, voilà, est-ce que si c'était ta meilleure amie qui était dans ta situation, qu'est-ce que tu lui recommanderais aussi, quoi. Parfois, on est son pire ennemi, ou si c'était ta fille ou ta sœur, ou voilà, quelqu'un quel tu tiens vraiment beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on leur conseillerait? Et une fois que la décision est prise mentalement, savoir que la période de la séparation, c'est extrêmement dur. Voilà, entre les deux, entre l'avant et l'après, le pendant, c'est extrêmement dur psychologiquement. Il faut accepter de se dire que si on est à l'origine de la séparation comme moi, il faut accepter de se dire qu'on fait du mal à quelqu'un. Et c'est très, très dur. Mais de l'autre côté, quand on sait pourquoi on le fait,
Une fois qu'on est de l'autre côté, voilà, moi, j'ai revécu après ça. J'ai des gens qui m'ont dit au bureau, c'est marrant, depuis que c'est arrivé, tu te tiens plus droite. C'est fou. Ouais. Comme on disait, ton corps, c'est tout ça avant toi, quoi. Ah ouais, non, ils m'ont dit, c'est marrant, t'es pas la même personne. Wow. Tu te tiens plus droite, je sais pas, t'es toi. C'est ce que mes collègues m'ont beaucoup dit à l'époque. Je pense qu'il faut s'assurer d'être entouré, même quand on est à l'étranger. Ça veut pas dire qu'on est seul. Voilà, on peut être loin, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des gens en France qui sont là pour nous. Je pense que voilà, pour la plupart, on a des gens, on a soit de la famille, soit des amis qui sont restés en France, qui sont là pour nous. Puis tu as eu un super réflexe d'aller voir un thérapeute aussi. Ouais, clairement. Enfin, quelqu'un d'anglophone ou francophone ou les deux? Anglophone, parce que c'était par mon boulot en plus, donc c'était anglophone. Pas hésiter à se faire aider, ouais, absolument pas. C'est pas quelque chose qu'on peut faire seul. C'est pas possible de faire ça seul. Faut que ce soit par des professionnels ou par la famille ou les amis, faut être entouré, quoi. C'est essentiel. Écoute, merci beaucoup Adélaïde. Je suis heureuse de voir dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui. T'as un deuxième, tu disais, qui arrive dans quelques semaines. Enfin, on est à mi-parcours là. Pile poil à la moitié. Début novembre. D'accord. Écoute, on te souhaite une merveilleuse rencontre. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose, quelque chose que tu voulais rajouter, qui te semble important? Non, pas spécialement. Je pense qu'on a parlé de la plupart. Faut pas. Le côté administratif, c'est relou, mais faut pas se laisser intimider. Et honnêtement, c'est le plus simple. C'est le côté émotionnel est bien plus compliqué à gérer que le côté administratif. Écoute, merci beaucoup pour tes conseils, pour ton témoignage. Et puis je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Ça a l'air plutôt bien parti. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Adélaïde pour sa confiance et pour son témoignage. Je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aussi apporté plein d'informations. Je vous le disais, ce mois-ci, nous parlons divorce en expatriation dans French Expat. Si on peut dire « oh, c'est pas un sujet très gai », en même temps, c'est un sujet très réel. Et il y a de plus en plus de souffrances émanant des divorces ou des besoins de séparation qui arrivent pendant l'été. C'est pourquoi j'ai décidé de nous centrer sur ce sujet cet été. La semaine prochaine, on continue notre exploration des divorces avec un autre témoignage, celui de Benjamin. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour un nouveau témoignage. À bientôt.